Bien, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir à nouveau pour cette 74e conférence Biotech Finance. Ce soir, j'ai le plaisir et le privilège d'accueillir Karen Ayache, qui est fondatrice et PDG de Lysogène, et Stéphane Durand-des-Aulnois, qui est directeur administratif et financier de Lysogène. Alors, Lysogène, on connaît tous depuis longtemps. C'est une société qu'on aime beaucoup chez Biotech Finance. Elle a été fondée en 2009. Et puis nous, on l'avait connue un peu avant, quand c'était déjà une association de patients qui se montait et avec des parents regroupés pour soutenir la recherche contre le syndrome de Sanfilippo. Aujourd'hui, l'entreprise, on le sait, est en phase 2-3 dans cette maladie. Et on a appris récemment, effectivement, qu'une jeune patiente était malheureusement décédée, mais à ce jour, rien ne permet de relier ce décès à l'essai lui-même. Alors, on va en parler, Karen et Stéphane, merci encore d'être avec nous ce soir. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez réagi à cet incident et quel impact, finalement, ça a eu sur l'essai en cours? Karen. Merci Jacques Bernard de nous donner l'occasion de faire ce point ce soir tous ensemble pour commencer. Et puis je suis très heureuse de retrouver nos internautes, je crois c'est comme ça qu'on les appelle. Donc revenons sur effectivement ce très triste événement. Donc nous avons appris le décès d'une petite patiente qui est dans notre essai clinique de phase 3 aux États-Unis, dans la maladie de Sanfilippo. La nouvelle est arrivée extrêmement brutalement et sans aucun bruit avant-coureur. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que, bon, évidemment, on parle très régulièrement avec nos investigateurs, c'est-à-dire les cliniciens qui, sur site, organisent les visites et suivent les patients. Je me rappelle qu'on a 4 sites cliniques en Europe et 4 aux États-Unis pour cet essai. Et naturellement, on est en contact très régulier avec les investigateurs et quelques jours avant que le décès survienne, absolument rien ne laissait penser qu'on allait entrer dans cette situation. Donc l'enfant est décédé brutalement. Très à distance de l'acte chirurgical qui a correspondu à l'administration de notre traitement expérimental chez elle. Donc, la petite fille est décédée en octobre 2020 et le traitement expérimental avait été administré en avril 2019. Donc, on est très à distance et de l'acte chirurgical et de l'administration du produit LYSAF 302. Pour autant, il faut qu'on mène des investigations et je dois dire que dans le contexte qui est celui qu'on connaît, du Covid, avec des discussions qui se font à distance, avec le site qui est l'espèce de site de Houston, les investigations peuvent être plus difficiles, un peu plus longues à mener. Mais comme vous le disiez, en effet, à ce stade, il n'y a absolument rien qui permette de faire le lien entre le décès et l'ISAF 302. Alors, j'en profite pour rappeler que, comme nous le savons tous, la maladie de Sanfilippo est une maladie très sévère, très débilitante. Et dans des cas comme ça, il est en plus difficile de pouvoir faire la part des choses entre des traitements médicamenteux, le cours de la maladie. Donc, c'est une situation qui n'est pas évidente. Je suis personnellement assez sereine, mais il faut que les investigations se poursuivent. Très bien. Alors, vous avez une relation très très importante avec les associations de patients. Hein. C'est important de montrer ce que vous faites avec ces associations parce que le lien est extrêmement fort. Et là, vous avez géré cet incident, cet événement dramatique avec d'une manière tout à fait pertinente. Montrez-nous un peu la manière dont vous avez géré ce passage, on va dire. Alors, bon, la première chose, évidemment, qu'on peut dire, c'est que on a été
vraiment pris par surprise, mauvaise surprise, brutalement, et que l'Isogène, c'est tout sauf une société, une grosse corporation fantôme. C'est une société qui est très incarnée, pas seulement par moi, évidemment, en tant que maman d'une petite patiente qui, je le rappelle, nous a quittés l'année dernière, mais très incarnée aussi par son équipe. Et j'aime rappeler que en 2014, l'Isogène a été une des premières sociétés dans le monde à créer une fonction dédiée uniquement, quasiment uniquement, à l'interaction de la société, donc de l'entreprise, avec les communautés de patients qui sont dans l'attente d'un traitement pour cette maladie. Et bien entendu, quand on a appris ce décès, notre première pensée, c'est évident, a été pour cet enfant, pour sa famille. Et on a très très rapidement, avec Sam Parker, donc qui est en charge de cette fonction de Chief Patient Access, on a très rapidement pris langue avec les associations de patients les plus influentes, les plus importantes, ou même pas parfois les plus importantes, mais les plus impliquées avec nous dans cet essai. Et j'ai personnellement écrit une lettre ouverte à l'attention des communautés de patients, indiquant naturellement d'un côté notre immense tristesse face à cet événement, mais affirmant également par ailleurs notre total engagement dans le cadre d'un essai qui se poursuit, pour lequel on a 18 patients traités et un suivi rapproché, comme c'est le cas dans un essai clinique, même quand il y a le Covid. Et voilà, donc on s'est adressé aussi aux autres communautés financières, nos actionnaires, c'est évident, mais c'est vrai que l'échange rapide avec les associations de patients, cette lettre ouverte, tout ça, ça a été accueilli avec beaucoup de chaleur et je crois de gratitude du côté des communautés de patients. Alors, on peut parler des autorités réglementaires, puisqu'elles sont concernées aussi dans ce type d'événement. Comment est-ce qu'elles ont réagi, tant côté américain que côté européen? Elles ont réagi avec calme. Je pense qu'elles, plus que nous d'ailleurs, sont habituées à ce qu'il y ait ce genre d'événements indésirables très sérieux dans les essais cliniques. C'est un événement que tout le monde redoute, mais les autres, en tant que sponsor, je veux dire en tant que société, mais les autorités réglementaires, elles, sont très habituées. Donc, on a eu aucune surréaction, on a juste eu un besoin, une demande des informations qu'on a communiquées, de toute façon qu'on communique de manière proactive. Donc aucune surréaction, pas vraiment d'émotion, hein. On parle à des autorités réglementaires qui attendent de nous, et c'est bien normal qu'on fasse le plus de lumière possible avec les investigateurs sur cet événement. Est-ce qu'on peut rentrer plus en détail dans l'essai clinique lui-même, parce que vous le menez d'une manière extrêmement précise et avec un accompagnement qui, quelque part, vous permet d'éviter les soubresauts liés au confinement, déconfinement, reconfinement? Alors, oui, c'est aimable à vous de le souligner. Vous savez, je me souviens toujours de ce qu'a dit un de nos principaux premiers gros actionnaires institutionnels qui m'avait dit: «Tu sais, Karen, la science, c'est une chose, c'est très important, mais ce qui, chez nous, détermine le fait de vouloir investir dans une société, c'est aussi la capacité du dirigeant et de son équipe à exécuter». Et je crois que l'Isogène se distingue, non, c'est pas le mot parce que d'autres savent le faire, mais se caractérise par le fait qu'on est toujours aux premières loges pour exécuter, délivrer et faire en sorte que des choses difficiles arrivent quand même à être faites. Alors là, en termes de difficultés, c'est vrai qu'on est plus que servi parce que on travaille déjà avec une population d'enfants qui est très vulnérable. On parle d'enfants hyperactifs qui ont des troubles du comportement importants, même quand ils sont jeunes, et des familles qui sont extrêmement meurtries.
Donc, déjà en temps normal, j'allais dire, pour un essai clinique, c'est un essai qui était difficile parce que il faut que les parents puissent acheminer l'enfant à l'hôpital. Et pour avoir été moi-même la maman d'une enfant malade, je peux dire que prendre le train, que prendre l'avion encore plus, c'est une gageure avec ces enfants-là parce qu'ils bougent beaucoup, parce qu'ils sont très très difficiles à gérer. Enfin bon, je passe les détails, mais déjà dans une vie sans Covid, être dans un essai clinique et vivre tout simplement avec ses enfants est extrêmement compliqué. Alors là, on ajoute une complexité à la complexité, qui est que là, on peut plus tellement faire voyager les enfants. On s'organise, c'est ric-rac, mais on arrive à peu près à maintenir quand même ce qu'il faut en termes d'examen, je pense, radiologique quand il faut faire des IRM. Et puis pour le reste, il a fallu qu'on s'organise localement. Alors on a des patients au Brésil, on a des patients, un patient en Estonie, on en a un au Danemark, enfin on en a aux États-Unis, on en a aux Pays-Bas, enfin on en a vraiment dans beaucoup de géographies. Et qu'est-ce qu'on fait puisque ces patients-là peuvent pas voyager? On s'organise pour que leurs tests neuropsychologiques soient réalisés dans des cliniques ou des sites cliniques proches de chez eux. Donc, je parle là des mesures qui correspondent à l'assessment du primary endpoint, qui est un endpoint, qui est un paramètre cognitif qui se mesure à l'aide d'une échelle qui s'appelle le Bayley's Scale, qui est l'échelle de référence dans cette pathologie. Pareil pour les tests liés au comportement. Tout ça avec des neuropsychologues qu'on a formés dans la langue des parents, du patient ou des parents. Donc, je vous laisse imaginer. Bon, comme ça, on est prêt pour l'avenir, mais on a maintenant les tests administrés directement en estonien en Estonie, en espagnol en Espagne, etc., etc. Et puis, et ça, bien nous en a pris parce que ça vaut indépendamment du Covid, j'allais dire. On a tenu à mettre au point un système de collecte des données dans la vie réelle des patients. C'est une chose qui est très importante et qui est de plus en plus demandée au niveau réglementaire. Et donc, ça se fait à la maison, ça se fait avec un smartphone, une application qu'on a développée avec un protocole particulier qui permet aux parents qui l'ont accepté, pour ceux qui l'ont accepté, qui sont l'immense majorité des participants à notre essai clinique, de capter à domicile et donc dans l'environnement naturel du patient, toute évolution ayant trait au langage, à la marche, à la manière de s'alimenter, toutes ces petites choses qui tournent autour de la qualité de vie du patient, de son autonomie, et qu'il est très, très compliqué de capter dans des scores froids. Donc voilà, c'est une longue réponse pour vous dire que aujourd'hui, on n'a pas pris de retard du fait du Covid, mais que ça nous coûte beaucoup en termes d'organisation et en termes d'agilité, de flexibilité sur le terrain. Parfait. Alors, on parlait tout à l'heure de la réaction des autorités réglementaires qui finalement ont accepté et ont l'habitude de ce genre d'événement. La bourse, elle, n'a pas réagi de la même manière. Est-ce que ça a impacté? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cela et qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Eh bien, ça nous donne envie de maintenir le cap, de communiquer, d'expliquer que ni on se cache, ni on a honte, ni on a le sentiment d'avoir commis une erreur. Et je pense que ça, c'est très important. On n'arrive pas là où on est sans avoir finalement validé beaucoup d'étapes. Je parle d'étapes d'études précliniques, je parle d'étapes en particulier d'études de toxicologie et on passe vraiment sur les fourches codines des agences réglementaires quand on a à traiter des enfants, dont on sait encore une fois qu'ils sont très vulnérables. On passe toutes les étapes liées au comité de protection des personnes dans tous les territoires. Et donc, on a quand même le sentiment d'avoir bien fait notre travail. Alors après, il faut qu'on l'explique, il faut qu'on fasse un travail de pédagogie, j'imagine, mais surtout,
qu'on garde le cap de notre activité, qu'on essaye de ne pas se laisser trop distraire. Il faut qu'on explique ce qui se passe du mieux qu'on peut, et puis qu'on continue notre travail qui consiste à suivre ces patients, continuer nos autres programmes aussi, et rester, enfin être résilient et rester d'attaque. Et donc, si on parle calendrier sur cette étude-là, donc pour le moment, vous avez 18 patients qui ont été recrutés. Vous ne recrutez plus pour le moment, mais quel est le calendrier avec ces patients-là? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Alors, le calendrier, pour l'heure, reste celui qui était prévu, à savoir un calendrier basé sur le fait que l'essai clinique dure 2 ans par patient. Donc, les données d'efficacité et de safety, naturellement, sont collectées pendant 2 années par patient. Bon, la réalité, on le sait, c'est que dans les essais de thérapie génique, de thérapie innovante, le suivi des patients s'effectue en réalité au plus long cours. Mais ce qu'on a à l'esprit là, c'est bien le dépôt d'une demande d'enregistrement de produits, donc au BLA aux États-Unis et puis marketing approval en Europe. Et donc, on le fera quand on aura collecté toutes les données, donc à 2 ans du dernier patient inclus. Donc, pour l'heure, notre dernier patient a été traité en avril 2020, donc ça nous emmène à avril 2022. Ça ne veut pas dire que plus tard, on n'aura pas envie d'inclure des patients encore plus jeunes, peut-être toujours dans cet essai ou d'une manière un peu ancillaire, mais disons que pour nous, le final cut à ce jour, c'est avril 2022. Très bien. Alors, on peut peut-être aborder quand même un tout petit peu l'aspect financier, montrer comment tout ça s'articule, comment est-ce que, justement, vous arrivez en 2022, peut-être que Stéphane peut nous faire un panorama. Bien sûr. Bonsoir Jacques Bernard. Bonsoir à tous. Oui. Donc en termes de cash, on a terminé le premier semestre donc à fin juin avec une position de trésorerie à 23,8 millions d'euros. Et cette position de trésorerie vient notamment de l'augmentation de capital que l'on a faite au mois de mars dernier et qui a été souscrite très largement par un fonds américain dans la santé qui est très connu, qui s'appelle Orbimed, et dans une moindre mesure par notre partenaire Sarepta, qui, encore une fois, pour une deuxième fois, a participé à une augmentation de capital chez Lysogène, ce qui a aussi été un signe pour nous assez réconfortant dans leur vision long terme du partenariat avec Lysogène. Et donc, fort de cette position de trésorerie, on a une visibilité qui nous emmène jusqu'à minima fin 2021, ce qui nous permet quand même d'approcher 2021 dans des conditions qui sont plutôt bonnes au vu de la situation mondiale en ce moment et de la situation plus particulièrement pour les biotech qui de temps en temps sont short de cash. Pour le coup, on a un peu de visibilité et on est serein à l'approche de l'année 2021. Ensuite, le sujet pour nous, c'est qu'est-ce qui se passe en 2022, sachant que fin 2022, comme l'on mentionne Karen, on a un premier milestone ou un paiement d'étape de la part de notre partenaire Sarepta de l'ordre de 15 millions de dollars pour la dépose de la demande d'enregistrement aux États-Unis. Et ce paiement d'étape sera suivi 6 mois plus tard, si jamais on est approuvé par la FDA américaine, par un deuxième paiement d'étape de 25 millions de dollars. Donc en tout, il y a 40 millions de dollars de paiement d'étape si jamais effectivement ces milestones sont atteints. Entre fin 2022 et 2023. Donc pour nous, le challenge du point de vue financier et trésorerie, c'est justement de bridger cette année 2022 entre la fin de notre trésorerie actuelle et les prochains milestones de nos partenaires Sarepta. Donc on parle sur l'ensemble de l'année 2022 d'un besoin de trésorerie de l'ordre de 15 millions d'euros. Et c'est vrai que encore une fois, on est assez serein par rapport à ce besoin de trésorerie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a le temps d'investiguer différentes options. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a justement différentes options qui nous sont offertes actuellement et qu'on regarde. Il y a notamment des choses non dilutives qui viennent du gouvernement, telles que le PGE, qui sont des choses que beaucoup de biotech regardent. D'autres types de
financements non dilutifs qui sont très attractifs pour les biotech en ce moment. Donc voilà, il y a un panel de choses qui sont possibles pour l'isogène et qu'on est en train d'investiguer en ce moment. Merci pour cette réponse, Stéphane, réponse nourrie. Alors, on a les premières questions qui se posent, celle de Jean-Luc Triou. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par écrit. Il est 19h24, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Et Jean-Luc, qui est un cofondateur de la société Trifrog, qui est bien connu, qu'on avait eu en conférence, qui demande, la maladie est tellement impactante, est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour vous d'obtenir des ATU sur la base de données safety efficacité sur un nombre limité de patients? Alors, c'est une excellente question. C'est un sujet sur lequel on travaille, les accès précoces. Je suis encore un petit peu dubitatif sur la possibilité d'obtenir une ATU uniquement sur la base de données de safety. C'est vrai que philosophiquement, on aurait envie de ça parce qu'on sait qu'il n'y a absolument aucun traitement pour cette maladie, qu'elle est très délétère, qu'elle évolue assez rapidement, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, on voit que de toute façon, les ATU sont, que la législation ou la réglementation autour des ATU est en cours de refonte. Donc, je pense qu'il est prudent évidemment, il est indispensable de garder une activité intense pour comprendre et anticiper sur ce point-là. Mais en même temps, il faut être prudent parce que la réglementation est en train d'évoluer. Donc, affaire à suivre, mais évidemment, pour nous, c'est un vrai sujet. Merci pour cette réponse, Keren. Posez vos questions par écrit, n'hésitez pas. On va peut-être aborder le pipeline parce que il y a d'autres produits et notamment dans la gangliosydose. Est-ce que on peut faire le point sur les autres produits du pipeline et leur phase et où est-ce que vous en êtes? Alors, le deuxième produit que nous développons, LIS-GM101, vise une autre maladie du système nerveux central chez l'enfant qui s'appelle la gangliosydose à GM1. C'est une maladie qui est un petit peu qui est différente de la maladie de Sanfilippo dans le sens où au niveau du phénotype, on a des cohortes un petit peu clairement identifiées, un peu comme dans la SMA, qui est la maladie pour laquelle le Zolgensma de Novartis /Avexis a été accepté. C'est-à-dire une maladie avec une cohorte infantile et des cohortes juvéniles. Bon. C'est une maladie qui est très grave, qui est mortelle, elle aussi, qui est aussi monogénique, liée à un déficit enzymatique. Et là, on envisage un système d'administration un petit peu différent de celui qu'on emploie dans la maladie de Sanfilippo. Donc, je rappelle, dans la maladie de Sanfilippo, le produit est administré directement dans le parenchyme, tandis que dans la gangliosydose AGM1, et on était en meeting il n'y a pas plus tard qu'une heure avec les neurochirurgiens des États-Unis et de Paris pour travailler sur le protocole d'administration. Le produit sera administré via ce qu'on appelle la grande citerne, qui est un compartiment contenant du liquide céphalorachidien qui se situe à la base du crâne. Donc, où sommes-nous de ce point de vue-là? Le protocole est écrit, donc on le raffine un petit peu en ce moment pour la mise en œuvre chirurgicale, mais le protocole est écrit. Toutes les études non cliniques ont été réalisées. On a des lots cliniques pour lancer les administrations chez les patients. On a des sites cliniques, mais il manque quelque chose d'important qui est l'autorisation des autorités réglementaires. Et là, on est un petit peu frappé de plein fouet par le Covid, dans la mesure où, je pense que nos collègues de Société de biotechnologie en témoigneront, on fait vraiment les frais aujourd'hui de la priorité absolue donnée par les autorités à la gestion de la pandémie, ce qui fait que les dossiers visant des maladies comme les nôtres sont un petit peu sous le dessous de la pile. Donc, on fait ce qu'on peut pour sortir la tête de l'eau, se rappeler plus que bon souvenir des autorités réglementaires
Mais là, on est vraiment impacté par les délais des autorités. Donc, nous, on est prêt à démarrer quasiment, mais on a encore des interactions avec les agences. Donc, on espère rentrer au plus vite en clinique. On espère que c'est une question de mois, si ce n'est de semaines. Et puis, sur les autres programmes, qui sont des programmes on va dire de discovery, on avance avec notre partenaire italien sur le programme de nouveaux points de nouvelles capsides. Ça, c'est un programme qui est vraiment fascinant. On avance notre programme de preuve de principe dans la maladie du X fragile. Et puis, récemment, et c'est une grande fierté pour nous, nous avons signé un partenariat avec l'Institut Weizmann en Israël, donc qui est un des plus grands instituts et plus prestigieux instituts au monde pour ce qui concerne la recherche dans le domaine des neurosciences. Et le programme qu'on va mener ensemble vise, et ça c'est vraiment intéressant, à la fois ce qu'on appelle les formes neuropathiques de la maladie de Gaucher. Donc la maladie de Gaucher, c'est une maladie lysosomale, donc toujours pareil, un gène déficient, une enzyme manquante. Il existe des formes neuropathiques de la maladie de Gaucher pour lesquelles il existe depuis des années des enzymothérapies assez efficaces. Mais elle n'adresse en aucun cas les dimensions neurologiques de la maladie de Gaucher. Donc, voilà un sujet auquel on va s'attaquer. Et ce que ça a en plus de très intéressant, c'est que les formes neuropathiques de la maladie de Gaucher partagent avec certaines formes génétiques de la maladie de Parkinson des pathways biologiques qui permettent d'envisager que ce que l'on fait dans les maladies neuropathiques, dans les formes neuropathiques de la maladie de Gaucher, pourrait s'appliquer à certaines formes de la maladie de Parkinson. Donc, on est très, très excités par ce programme. Oui, et puis en plus, Weizmann, c'est une très, très belle signature pour vous. Ça, ouais. C'est très, très évident. Alors, on a une question qui s'est posée entre-temps. On revient un peu en arrière sur le syndrome de Sanfilippo, le chemin réglementaire qui a été discuté avec la FDA pour adresser leurs questions. L'idogène doit rassembler des informations complémentaires. Et quand est-ce que vous devriez avoir ce retour de la FDA pour déterminer les prochaines étapes? Est-ce qu'on parle de la safety là? Je voudrais bien comprendre le sens de la question. Alexandre, est-ce que vous pouvez préciser le sens de votre question? Pour la seconde question, en attendant qu'Alexandre écrive éventuellement les précisions, ça concerne la boîte mail d'Alexandre qui souhaite recevoir les actualités de l'isogène. Donc, je vous préviens, je passerai vos mails à l'isogène à la fin de cette conférence et qui pourra effectivement vous répondre et vous envoyer les informations que vous souhaitez, si informations il y a à communiquer. Parfait. Donc, voilà. Sarepta a-t-il renoncé à son option GMA qui est expirée fin octobre? Alors, on a jamais communiqué sur le programme sur lequel il y avait une option. Et la réponse est que l'option n'a pas été levée. Donc, on reste en possession totale de nos droits sur l'IS GM1. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 19h33. Une nouvelle question qui arrive. Stéphane Van Den Abel, qu'on connaît bien, qui est en Allemagne, que vous devez connaître aussi. Quelle plateforme a été utilisée pour la production de l'AAB administrée à la patiente? Et quel est l'immunosuppresseur recevait la patiente? Alors, la plateforme de manufacturing, j'imagine que c'est de ça qu'on parle, c'est une plateforme dont on fabrique par la méthode de transfection, et c'est une information qui est publique. Nous avons fait fabriquer nos lots par Novacep en Belgique, et naturellement, ils nous ont subi tous les tests très, très complexes et très poussés que l'on sait devoir être appliquée, mise en œuvre quand il s'agit de libérer un produit de biothérapie. Donc, le produit a été fabriqué en Belgique par Novacep. L'immunosuppresseur, alors c'est le traitement immunosuppresseur, c'est une combinaison
qui comprend trois compartiments, on va dire. Il y a un premier traitement qui est administré en amont du geste chirurgical. Il y a donc ça doit être si je dis pas de bêtises, non, je préfère pas m'avancer parce que je me souviens plus du nom commercial. Donc je vais parler des traitements, du traitement au long cours. Bon, il y a avant toute chose un traitement qui est administré en amont du geste chirurgical. Il y a un traitement qui est administré autour du geste chirurgical, c'est le prénisolone. Et puis, il y a au long cours, pour les patients qui n'ont jamais eu d'activité enzymatique dans la maladie de Sanfilippo, un traitement à base de tacrolimus. Alors, c'est un traitement qui est utilisé en pédiatrie dans le domaine de la transplantation rénale. Et ce que je peux dire sur le tacrolimus, c'est qu'il est généralement bien toléré et qu'en l'espèce, dans notre essai, il est utilisé à des doses qui sont relativement faibles. Parfait. Une question qui revient sur Weizmann, ça va être probablement la dernière ou l'avant-dernière, s'il y en a d'autres qui viennent après. C'est comment est structuré votre accord avec l'Institut Weizmann? C'est un accord assez classique à travers lequel l'Isogène apporte un financement pour financer des travaux réalisés sous l'égide du professeur Tony Fitterman à Weizmann, moyennant quoi, si les résultats sont prometteurs et pour niveau de l'étude, enfin des études, moyennant quoi nous aurions le droit exclusif de mettre une option sur le programme. Parfait, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions qui arrivent. En tout cas, on a passé un très bon moment ensemble peut-être qu'il y en a une autre qui vient de se poser. Oula, il y a beaucoup de questions qui arrivent d'un coup. Alors, on va quand même les prendre. Il est 19h36. La suspension, alors attendez. Il faut juste en même temps. Une des limites de l'essai clinique. À 21h, je sois chez moi. Hein. Oui, mais à 19h40, on aura fini. Il nous reste 3 minutes. Alors, on va prendre les ressources financières pour les années à venir. Je crois que Stéphane a répondu tout à l'heure, hein, puisqu'on a pris cette question-là. La limite des essais cliniques portant sur l'autisme porte sur la difficulté à définir des primary endpoints. Votre application développée pour Sanfilippo pourrait-elle révolutionner l'ensemble du suivi des essais cliniques portant sur les maladies sans critères d'évolution structuraux? Non, ce serait prétentieux de répondre par l'affirmative, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a énormément appris avec la maladie de Sanfilippo. On a énormément appris sur effectivement la manière de mesurer les endpoints, de mesurer bon. Alors, comment on a appris ça? On a appris ça au fur et à mesure des années, en menant une étude d'histoire naturelle qu'on avait finalement formatée ou conçue en accord avec les associations de patients. Là encore, travailler avec les patients ou leurs représentants, pour nous, c'est important parce que ça nous permet d'identifier ce qui, dans la maladie, au quotidien, est le plus pesant. Et au long cours, qu'est-ce qui est le plus pesant pour les parents? Et en faisant cela, on sait ce qu'avec un traitement, on va avoir envie de faire évoluer. Et tout ça trouve sa cohérence in fine. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris et je pense qu'il devrait pouvoir être applicable à n'importe quelle maladie, neurologique ou pas d'ailleurs. Ce qu'on a appris aussi et qui est certainement applicable à tout type de maladie, c'est que, vous savez, quand nous, en tant qu'adultes, on va à l'hôpital, on peut être un peu stressé, on peut être… Bon, donc la nécessité de capter l'éventuel effet d'un traitement à la maison, je pense aussi que ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on a appris à faire un petit peu tout seul avec une société qui avait déjà fait une app, mais on l'a appris pour nous, pour nos patients, pour cette maladie particulière. Et puis, on voit bien que aujourd'hui, dans la gangliosidose HDM1, on peut réappliquer non pas des recettes, mais des méthodes
Donc, on fait pareil en ce moment, une étude d'histoire naturelle, alors basée sur le smartphone. C'est quelque chose qu'on pourrait faire dans un essai clinique vraisemblablement basé sur l'autisme, enfin, adressant l'autisme, j'entends. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui ou avoir la prétention de dire on peut traiter ou analyser ou mettre au point des paramètres pour n'importe quelle maladie, mais c'est vrai que avec le temps, on s'y prend mieux sur le comment faire. Très bien, merci pour cette réponse. Alors Alexandre est revenu sur la question de tout à l'heure en précision, avec une suspension qui provient de l'observation par IRM de signaux localisés au point d'injection intracérébraux. La nature locale des observations suggère un lien potentiel avec l'administration du produit. Quand devriez-vous avoir un retour de la FDA à ce sujet? Alors, on aura un retour quand on aura soumis nos réponses. Pour l'heure, on est encore en train de collecter des informations au long cours parce qu'il nous semble important d'avoir suffisamment de recul pour les patients pour lesquels ces imageries avec des findings ont été observées. Et donc, c'est nous qui nous donnons du temps avant de remettre un dossier complet à la FDA, vraisemblablement dans au cours du premier semestre 2021. Très bien, merci pour cette réponse. Je me permets juste d'ajouter un point. Oui. C'est vrai que les findings sont localisés. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si ces findings sont associés à des signes cliniques ou pas. C'est pas tant le fait d'avoir vu des images avec des signes, c'est est-ce que ces images-là signifient ou peuvent laisser peuvent prédire qu'on va avoir des signes cliniques graves associés. Et c'est pour ça que c'est important qu'on se donne le temps de suivre les patients qui ont ces images-là au long cours. C'était une belle réponse circonstanciée. Merci, merci encore à tous d'avoir assisté à notre webinaire. Merci Karen, merci Stéphane d'être venus pour intervenir pendant ces longues minutes avec nous. Alors, comme d'habitude, je fais la présentation de la conférence qui vient jeudi soir. Jeudi soir à 19h, on est avec Mapreg. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mapreg. Moi, je ne la connaissais pas. Elle s'est révélée il y a peu de temps. C'est une entreprise furtive qui pourtant existe depuis un certain nombre d'années, qui est dans la dépression sévère aiguë. Donc, on reste dans le système nerveux central et qui est financée, alors ça c'est extraordinaire, par Generali. Et Generali, alors je le dis entre nous, hein, ça ne va pas dépasser le cadre, mais Generali, visiblement, est en train d'avancer très très fort dans le financement des entreprises de sciences de la vie. Donc toujours intéressant de voir qu'un assureur se mobilise pour nos sociétés de biotech. Voilà, donc ça promet parce que c'est Isabelle Billet qui est CEO de cette entreprise et qui avance très très fort. Elle est en phase 2. Donc voilà, ce sera une découverte pour tout le monde et je pense une société très intéressante à rencontrer. Bonne soirée à tous, merci Karen, merci Stéphane et à très bientôt. Merci à vous, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.